Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie, disons-le, assez folle. Une théorie qui tente de tisser un lien entre la physique, la biologie au plus profond de nos cellules et la conscience elle-même. C'est dense, c'est ambitieux, alors accrochez-vous bien, on va décortiquer ça pas à pas. Voilà la question de départ, une question immense, presque démesurée. Et si, derrière le chaos apparent de l'univers, il y avait un principe unique, une seule règle du jeu qui explique non seulement comment les choses survivent, mais pourquoi au fond elles existent. C'est le début d'un voyage intellectuel assez vertigineux. Allez, on rentre dans le dur. Le premier grand concept, c'est ce que l'auteur nomme la forma universalis. Oubliez la physique ou la biologie traditionnelle. Ici, on parle d'une proposition de loi universelle qui s'appliquerait à tout ce qui existe et qui perdure. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? En gros, l'idée, c'est que pour continuer d'exister, que ce soit une bactérie ou une galaxie, un système doit être super efficace sur le plan de l'information. Il doit sans cesse chercher à minimiser une sorte de coût, une dépense informationnelle, juste pour ne pas disparaître. C'est la survie, mais vue sous l'angle de l'efficacité. Et le but de cette course à l'efficacité, c'est d'atteindre un état très particulier, la simplicité. Imaginez un maître musicien. À force de pratique, son instrument n'est plus un objet séparé, c'est une extension de son corps, de sa volonté. Il n'y a plus d'erreur de prédiction, plus d'effort conscient pour jouer. L'action et la perception sont devenues une seule et même chose, totalement fluide. Voilà, c'est ça, la simplicité. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche, concrètement ? Qu'est-ce qui fait tourner la machine ? Comment un système fait-il pour devenir de plus en plus simplexe ? Eh bien pour ça, la théorie ne sort pas un lapin de son chapeau. Elle s'appuie sur un principe scientifique qui existe déjà et qui vient des neurosciences. Ce moteur, c'est le fameux principe d'énergie libre. À la base, c'est une théorie qui cherche à expliquer le fonctionnement du cerveau. En résumé, pour survivre, il faut éviter d'être surpris. Une mauvaise surprise, comme un prédateur qui surgit, peut être fatale. Ce principe est donc la fondation scientifique, le socle sur lequel tout le reste de l'édifice va être construit. Et pour éviter d'être surpris, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. Pensez à une pièce plongée dans le noir. Première stratégie, la perception. On avance à tâtons, on touche les meubles et on met à jour la carte mentale de la pièce. Deuxième stratégie, l'action. Au lieu de changer sa carte, on déplace les meubles pour qu'ils correspondent à l'idée qu'on se faisait de la pièce. Tout être vivant passerait son temps à jongler entre ces deux stratégies. Bon, jusqu'ici, on est resté dans le domaine de l'information, c'est assez abstrait, mais maintenant on va basculer dans le monde physique, dans la matière. Et c'est là que la théorie devient vraiment radicale. La question qui se pose est simple. Si le principe d'énergie libre, c'est le logiciel, le programme, alors quel est le matériel ? Quelle est la plus petite machine biologique capable de faire tourner ce programme de minimisation de la surprise ? Et la réponse avancée par la théorie, franchement, personne ne s'y attend. Le matériel en question ne serait pas le cerveau. Non, ce serait une structure minuscule présente dans la plupart de nos cellules, le centriole. Et tout reposerait sur sa forme géométrique si particulière. D'après la théorie, le centriole est bien plus qu'une simple pièce de machinerie cellulaire. Sa géométrie unique à 9 branches en ferait un véritable chef d'orchestre quantique. Il serait capable de maintenir des états quantiques complexes dans le squelette de la cellule et, encore plus fou, de fonctionner comme l'horloge centrale, le métronome de la conscience elle-même. Et ça ne s'arrête pas là, la théorie met un chiffre sur la table. Cette horloge quantique battrait à environ 40 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que notre perception du monde n'est pas un film continu, mais plutôt une succession de 40 instantanés de conscience chaque seconde. Le tout synchronisé par cette petite structure dans nos cellules. Ok, on a donc ce moteur quantique, cette horloge, mais pour aller où ? Quel est le but ultime de toute cette mécanique incroyablement sophistiquée ? C'est ce que la théorie appelle le but final, l'aboutissement. Le protocole 0. Le protocole 0, c'est le point d'arrivée. C'est l'état où il n'y a plus aucune surprise possible. Tout simplement parce que le modèle interne qu'un système se fait du monde et le monde réel sont devenus une seule et même chose. Le fossé entre les deux a disparu. L'harmonie est parfaite, l'efficacité est totale. Et cette petite phrase, elle résume tout parfaitement. Ce n'est plus la carte qui représente le territoire, la carte est le territoire. La perception de la réalité et la réalité elle-même fusionnent. C'est une idée d'une profondeur assez vertigineuse. Et cet état ne serait pas qu'une simple abstraction. Il pourrait être vécu, ressenti, à travers des marqueurs très précis. D'abord, une fluidité totale où agir et percevoir ne demande plus aucun effort. Ensuite, un sentiment d'unité profonde où la barrière entre soi et le reste de l'univers s'estompe. Et enfin, une perception du temps complètement différente, l'impression de vivre dans un présent éternel. On arrive maintenant à la partie la plus spéculative de la théorie. C'est là que les affirmations deviennent les plus audacieuses. Mais, et c'est ça qui est crucial, c'est aussi là qu'elle nous donne les moyens de la réfuter, de la prouver fausse. Et ça la ramène sur le terrain de la science.
Alors là, attention, c'est sans doute l'affirmation la plus déroutante. Le traité suggère que toute cette grande mécanique universelle, de la cellule à la conscience, ne serait pas une découverte moderne, mais qu'elle serait déjà là, encodée de manière symbolique, dans l'un des plus vieux textes de l'humanité. L'analyse proposée décompose le tout premier verset de la Genèse en hébreu pour y voir un miroir des concepts de la théorie. Bereshit, au commencement, symboliserait en fait l'état final, le protocole zéro qui est déjà là. Et un petit mot formé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet serait la signature de cet achèvement. Et Hashamayim, les cieux, représenterait la relation miroir parfaite entre le modèle interne et le monde. Bon, après un détour pareil un peu mystique, il faut absolument revenir les pieds sur terre, revenir à la science, parce qu'une théorie qui prétend tout expliquer mais qu'on ne peut jamais contredire, eh bien, elle n'explique rien du tout. Alors comment on fait pour la tester ? C'est là que ça redevient très scientifique. La théorie met carte sur table et dit « Voici 3 choses. Si un jour on observe ne serait-ce qu'une seule de ces 3 choses, alors tout ce que je raconte est faux. Si on trouve un organisme qui, pour survivre, cherche à être surpris, ou une forme de vie complexe sans cette fameuse géométrie en étoile à 9 branches, ou si on prouve que les effets quantiques à l'échelle d'une cellule chaude sont impossibles, alors tout s'écroule. Et ça, c'est la marque d'une proposition scientifique. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Est-ce qu'on est face à une véritable loi universelle de l'existence ? Ou bien une théorie marginale, une construction intellectuelle brillante, mais complètement à côté de la plaque ? Ou alors, faut-il voir tout ça comme une immense et profonde métaphore sur ce que signifie être en vie et être conscient ? La question reste ouverte, et c'est peut-être ça finalement le plus intéressant. Merci de m'avoir suivi,